Hop, d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas que vos initiales apparaissent dans le replay de cet épisode, puisque tout sera disponible sur YouTube, je vous invite à appuyer sur un gros bouton rouge qui a en haut à droite qui s'appelle Leave ou Quitter en fonction de la version de Teams que vous avez. Sinon, cet épisode est bien enregistré, donc potentiellement votre voix ou votre caméra, si vous l'allumez, peut être sur l'enregistrement. Hop, on est parti pour ce premier meet-up du mois de juin. Meet-up du club Power BI, hein. Vous êtes au bon endroit à parler de Power BI, mais aussi, mais pas que. Je suis Jean-Pierre. Tristan est parmi nous, mais pas forcément dans les conditions où il peut allumer sa caméra. Salut Tristan. On est les deux, Bonjour à tous. on est les deux responsables du club Power BI de Paris. Alors, au final, on est tous en virtuel, donc ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est bien nous qui recevons un acteur. Ils sont basés à Paris. D'ailleurs, vous êtes bien basés à Paris, hein, messieurs, Hicham et Yasri. Ils sont basés à Paris. Donc on les accueille aujourd'hui pour faire un joli retour d'expérience sur l'intégration de Power Apps et Power BI. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Power Apps, ou en tout cas pas sous un angle très intégration et dans Power BI. Donc en fait, on va découvrir, j'espère, plein de choses. Et en tout cas, on va partager leur retour d'expérience. Juste avant qu'on démarre, messieurs, juste rappeler les dernières dates. On arrive à la fin de la saison 6 du Club Power BI. Qu'est-ce qu'on a dans les cartons? On a le 23 juin un meet-up en présentiel à Lyon sur sur les modèles composites avec un invité de marque. Alors, je sais plus si c'est une surprise ou pas, l'invité qui va venir en parler, donc je ne vais pas donner son nom. Ça fera durer le suspense. Disponible en hybride, mais si vous êtes sur Lyon, en fait, inscrivez-vous et allez sur place pour profiter du networking et du petit apéro qui a juste après, offert par notre partenaire. Ensuite, on a le 5 juillet un meet-up sur les Power BI Goals, un sujet qu'on a maintes fois évoqué dans l'émission, mais qui n'a jamais été traité sous forme de dossier. Donc, ce sera à Strasbourg. Je ne sais pas s'il est en présentiel, hein, je ne suis pas sûr. Et enfin, on a juste récupéré la date. Le 15 juin, on a un super retour d'expérience. C'est pour vous mettre la pression, les gars, sur votre retour d'expérience. On a un retour d'expérience d'ailleurs, je crois que ça a été annoncé, en tout cas sur des sujets de gouvernance. Donc, je voudrais pas, comme je n'ai pas vérifié, je ne vais pas balancer, mais un beau retour d'expérience à Bordeaux avec les équipes bordelaises qui qui vont interviewer un client. Un client. Merci Tristan pour le petit jeu de mots sur les goals. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place évidemment à Hicham et Yasri de chez Micropole qui ont fait un super projet avec du Power BI, ce qui nous intéresse, et du Power Apps. Messieurs, c'est à vous. Vous avez un tout petit peu moins d'une heure. Si vous débordez, ça ne serait pas très grave. Je vous laisse le micro, le partage, et c'est à vous. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Yusri Riani, je suis consultant BI et j'interviens en tant que tech lead du groupe BI pour nos différents clients. Aujourd'hui, on va vous présenter, il y a aussi donc, mon collègue à côté, Hicham, qui va se présenter. Salut à tous. Alors, Hicham Maroug, consultant Power Platform. Je travaille chez Micropole Paris. Mon expertise, c'est autour de tout ce qui est Power BI et Power Apps. Alors, très heureux aujourd'hui d'être parmi vous et pouvoir participer avec vous ce retour d'expérience. Merci. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre retour d'expérience sur l'intégration du Power Apps dans du Power BI. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va avoir une petite intro, l'architecture donc applicative de notre appli, l'architecture donc logicielle. On va vous faire une petite démo et après donc ça sera la place pour des questions et réponses. Donc vous connaissez tous Power BI. Le seul truc qui manquait à Power BI, c'était la saisie, donc la saisie de la donnée. Et via Power Apps, on a à peu près réglé donc, ce problème-là. Là, on a deux cas de figure qu'on a envisagé. C'est donc soit l'ajout de données via l'application ou de la saisie contextualisée. Donc, il y a une subtile différence entre les deux, c'est que le premier, donc l'ajout, ça peut être par exemple manuellement
Si vous voyez là, donc j'ai quelques scénarios, donc des use cases qu'on peut avoir pour l'estimation financière, par exemple. On peut entrer des données donc manuellement pour faire des simulations de prévision, et on peut jouer avec pour du coup traiter donc nos cas de figure, ou sur des scénarios donc what if, par exemple, et si j'avais telle donnée, j'aurais tel résultat. Sinon, on peut aussi passer par l'application pour traiter. Donc, ça sera donc la démo d'aujourd'hui. C'est pour, par exemple, traiter une facture et rajouter donc la donnée directement dans la base. Pour la saisie contextualisée, on va avoir, par exemple, le saisie de commentaires. Dans une application Power Apps qui va intégrer ces commentaires-là dans notre base. Pour l'architecture du coup applicative, là, comme vous voyez là, c'est le process donc, de notre application. On va importer les factures en format PDF. Ensuite, ça va être processé donc, via l'IA, le AI Builder donc, de Microsoft. On va traiter ces applications-là pour extraire les données qui nous intéressent. Une fois c'est extrait, on va les intégrer dans du Dataverse pour ensuite les consommer dans le rapport Power BI. Et tout ça, donc, c'est sur le même écran. On va avoir donc le Power Apps et le Power BI. Très bien. Tu peux copier ton... Ouais. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, voici l'architecture globale de notre cas de figure qu'on a mis en place. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors, en gros, dans notre architecture, elle est composée de 3 parties. La partie authentification via Azure, une authentification classique via Azure Directory. Et puis, nos sources de données, on va utiliser des fichiers PDF sur le desktop pour l'exemple, et la partie Power Platform. Alors, dans la Power Platform, on a un rapport Power BI avec encapsulation d'une Power Apps. Le rapport, ils utilisent les données se trouvant dans Dataverse pour afficher des visuels. Le Power Apps qui se trouve dans le Power BI, on va l'utiliser pour importer les fichiers depuis la source. Et puis, on va lancer un Power Automate qui lui-même, il déclenche le IA Builder. Alors, l'IA Builder est une fonctionnalité de la Power Platform. Elle adopte une approche low-code pour permettre d'intégrer de l'intelligence artificielle dans une application. Voilà. Donc, sans la nécessité d'être expert en codage. Voilà. Donc, une fois notre IA Builder, il processe les fichiers, on va récupérer les informations, on va les retransmettre à Power Apps. Power Apps, il va les mettre dans le Dataverse et donc on va les réutiliser dans le Power BI. Voilà. C'est plus ou moins ça, voilà. Tu peux passer. Donc, en cas Tiens, en mute, Yasri. Yasri, Yasri, c'est muté. Yasri, tu es en mute. Vous êtes tous les deux en mute. j'ai problème technique. Il faut que tu reviennes un tout petit peu en arrière avant de présenter ta démo. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Bon, désolé, je reviens du coup.
Donc là, comme vous voyez, on a une application, donc une page de Power BI qui contient le visuel Power Apps et donc la donnée qui est connectée en direct query sur le Dataverse. On peut aller chercher donc les factures via cette application sur notre poste directement pour les traiter ici et après on peut afficher directement les données en live sur le rapport. Donc pour ce faire, donc je passe à la démo directement. Là, je suis connecté à mon rapport. Donc j'ai déjà des factures que j'ai déjà rajoutées. Je peux les sélectionner pour modifier s'il faut des données. Mais aussi, je peux rajouter donc les factures. Je vais chercher par exemple ma facture qui est là. Je fais Open. Une fois j'ai ramené, je lance le process qui lui va se connecter à l'IA Builder qui va traiter cette facture. Donc le temps du traitement est plus ou moins rapide. Là, donc, il a déjà extrait donc, le nom du collaborateur, la date, le amount, l'expansion, etc. Donc, tout ça, il a extrait de la facture qu'on peut visualiser directement ici. Donc, une fois j'ai vérifié, je peux, par exemple, modifier le amount. Hein. Je peux rajouter, par exemple, je dis que c'est pas exactement ça, mais voilà, pour faire la démo. Et je fais Submit. Une fois j'ai fait Submit, en fait, il va enregistrer toutes ces informations-là sur le Dataverse où j'ai mes données. Donc là, on n'a pas le refresh automatique des visuels, donc je vais le faire manuellement, mais on peut le faire automatique en cliquant sur le bouton, comme ça fait du temps réel directement, vu qu'on est en direct query. Voilà, on voit que, voilà. Et là, on voit que ça a augmenté du montant que j'ai rajouté, qui est de 380 à peu près. Et donc, voilà. Vous voyez les données qui ont bougé directement ici. Voilà. Et du coup, alors, dans tout ça, le but, c'était de montrer qu'on est capable de saisir de la donnée dans Power BI depuis Power BI en consultant le rapport. Et, tu peux rendre le partage, s'il te plaît. Et, alors, autre chose, on voulait alors vous montrer très rapidement peut-être la réalisation, mais pas en détail, de ce qu'on a pu faire. Hop. 2 secondes. OK. Alors, pour la réalisation, il nous faut un Dataverse. Il nous faut un Dataverse, une table mise en place dans le Dataverse, qui, dedans, on va mettre les champs dont on a besoin pour stocker de l'information depuis le PDF. Ici, dans notre cas de figure, on va opter pour... alors... la démo, les factures... Ouais. Alors, ici, on est parti sur une facture simple où on a récupéré l'adresse de la facture, le zip, le nom de la personne, la date de la facture, la description.
et le total, le amount. Et, donc, il faut construire une table qui correspond à ça. Bon, il y a plusieurs colonnes qu'on a fait monter, mais on ne va pas tous les remplir. Et une fois la table est en place, alors, on va créer notre IA Builder. Pour faire, c'est simple. En gros, il faut créer un nouveau modèle. Alors, pour le cas, il y a plusieurs modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser directement, ou bien choisissez document et choisissez un extract custom. Une fois cela Hicham, c'est muté. fait, un petit peu. OK. Alors, on a structured and unstructured documents and unstructured and free forms. En gros, nous, on va prendre documents structurés. Celui-là est pour les factures qui sont tapées à la main ou il y a des écritures là. Mais pour une facture réelle, ça va être structuré normalement. On fait plus. Alors, ici, là, il va nous demander de rajouter les factures sur lesquelles l'IA va s'entraîner. Ah, pardon. Avant cela, on va définir les champs qu'on va récupérer d'une facture. Donc, bien évidemment, on va faire un exemple simple. Imaginons qu'on va récupérer le nom et puis le numéro de facture. Là. OK, on a défini deux champs, juste pour l'exemple. Vous pouvez rajouter tant de champs que vous voulez. Ça met un petit peu de temps. OK. OK. Après, ici, là, il va nous demander de créer une collection de factures sur laquelle l'IA va s'entraîner. Donc, pour le coup, on va récupérer nos factures depuis desktop. Alors, pour info, il faut un minimum de 5 fichiers pour que le modèle puisse se connecter. Enfin, idéalement, si vous en avez plusieurs, ça va être plus efficace. Mais bon, pour l'exemple, on va prendre le minimum. Voilà. Une fois cela est fait, on fait Next. Et puis, on commence à définir nos champs. OK, donc on va dire que le nom, ça va être là. Donc ça, c'est name, numéro de facture. Numéro de facture. Alors, on fait ça 5 fois, manuellement, mais qu'une seule fois. Ah. Et la dernière. Et la dernière. Donc, voilà, une fois cela est fait, on passe à l'étape suivante. Donc, voilà, notre modèle est prêt. On va lancer Train. Donc, il va commencer à s'entraîner. Des petits problèmes de connexion. Go to models. Voilà.
on peut voir le statut qu'il tourne, il est en train de s'entraîner sur les factures qu'on a ajoutées. Et donc, une fois on a mis en place notre Dataverse, notre modèle, donc on va préparer notre flux, car c'est le flux qui va déclencher l'action de l'IA Builder. Alors, je regarde si j'ai pas des flux qui sont déjà prêts. Ça, c'est pli. Ok. Donc voilà. Alors on va montrer le flux qu'on a mis en place pour l'exemple, parce que la mise en place du flux elle prend un petit peu de temps pour paramétrer les sources et les cibles. Donc, alors voilà, voici notre flux, on l'a défini. En gros, l'action elle commence au niveau de l'application pour apps. Donc on récupère ici là l'ID de la ligne. Puis on a ajouté un petit délai d'1 seconde pour laisser le temps de chargement. Et puis on va récupérer notre facture depuis Dataverse. Alors, apply for each, là ça fait partie pour qu'il puisse filtrer dessus. Et puis on récupère l'image, enfin il la récupère en tant que fichier or image depuis le Dataverse, depuis la table qu'on nous a montré tout à l'heure. Alors une fois le PDF est récupéré, on fait appel à une action de IA Builder. Donc c'est simple. Il suffit juste d'ajouter des étapes. Hein. Bon, je vais l'enlever plus tard, mais ça va être de ce style. Vous choisissez IA Builder pour pouvoir filtrer. Et puis vous allez trouver extract from document image or file. On peut prendre ça pour le coup. Voilà, ça reste un bon. Après, mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. En gros, une fois on lance celui-là sur tel on lance tel modèle sur tel, il va demander le format, le type du fichier, plus le fichier en question. Voilà. Une fois cela est fait, on update et puis on répond à Power Apps avec les champs qu'on va extraire depuis le fichier. Voilà. Alors, une fois cela est fait, on va retomber sur le apps et puis on va paramétrer les sources du formulaire de la raison suivante. Juste un exemple, data peut-être. Voilà. La réponse, point, le nom du champ. Voilà. C'est plus ou moins la réalisation de l'apps. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, il y aura une phase pour des questions à la fin. Merci, Hicham. Je prends la main du coup là. Parce que je ne sais pas si vous m'entendez très bien ou pas. Très bien, Yasri, c'est bon. Alors, donc voilà pour la démo. Juste un petit point, en fait, pour le refresh en fait automatique sur le rapport. Là, on a vu tout à l'heure, en fait, j'étais obligé de
cliquez sur rafraîchir les visuels pour pouvoir voir l'interaction avec le Power Automate, mais sachez qu'on peut aussi lier en fait l'action submit finale des données avec le refresh automatique de Power BI. Par contre, pour ce faire, il faut créer l'application depuis Power BI. Ça veut dire, vous allez donc sur un rapport, par exemple, sur Power BI Services et pas Desktop d'ailleurs, c'est très important. Vous allez choisir le Power Apps visuel. Donc, vous mettez le champ qui vous intéresse. Et de là, il va vous proposer soit choisir une application existante, soit de créer une nouvelle. Et là, vous cliquez sur créer une nouvelle application. Comme ça, il va vous ouvrir Power Apps et du coup, vous pouvez donc commencer la création de votre application. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est le seul moyen pour pouvoir, si je reviens ici, en fait, c'est le seul moyen pour pouvoir utiliser cette fonction Power BI Integration.refresh dans Power Apps. Si on veut l'utiliser sur une application existante, ça va être en fait surligné comme ça en rouge et vous ne pouvez pas du coup en fait l'utiliser. Donc, et une fois j'ai fait ça, je choisis par exemple n'importe quel bouton. Alors, on va dire c'est celui-là mon bouton de texte. Et là, je vais pouvoir rajouter mon Power BI Integration Refresh. Une fois j'ai fait ça, une fois j'ai cliqué sur Submit sur mon rapport. Une fois j'ai cliqué sur Submit, ça va rafraîchir automatiquement sans être obligé de rafraîchir mes visuels. Donc tout ça, je peux le faire parce que je suis en Direct Query. Donc il faut que votre rapport soit en Direct Query. Vous créez donc l'application via Power BI Services et utilisez donc l'application Power BI Integration.refresh dans le bouton Submit. Voilà. Je pense qu'on a fini pour la démo. C'est à vous donc pour les questions. Je reviens à ma caméra. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à lever votre main ou à ouvrir votre micro ou à poster vos questions dans le chat. Et comme c'est toujours compliqué la première, ne soyez pas timide. Moi, j'en ai une. Donc, vous confirmez bien que le fait de passer par le service, c'est la seule et unique possibilité pour avoir le fameux Power BI Integration.refresh. Sinon, sinon on l'a pas. C'est ça. Et c'est documenté par Microsoft. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des gens de Microsoft qui peuvent peut-être répondre, mais c'est une astuce pour faire quelque chose qui normalement n'est pas prévu, ou c'est un bug, ça va être corrigé? Alors, je pense que c'est plutôt un bug parce que c'est documenté dans dans Microsoft, mais aussi, en fait, c'est notre ami Patrick de GainCube qui le dit aussi. Donc, je pense que j'ai la doc, mais c'est bien dans la doc de Microsoft, oui. D'accord. Ok. À suivre quand ça sera corrigé. Ne pas hésiter à le mettre sur le forum du club. Il y a des questions qui commencent à arriver. Nicolas, n'hésite pas si tu veux prendre la parole. Sinon, c'est tout simple, c'est comment vous gérez vos erreurs. Donc, s'il y a une erreur j'appuie sur Submit et il se passe quelque chose qui la marche gestion pas. des erreurs, la célèbre. Comment ça se passe si ça bug? Est-ce qu'on est alerté? Est-ce qu'il y a un système d'alerte? J'imagine que vous avez prévu ça dans la partie Automate. Enfin, je sais pas. Hein. Alors oui, alors s'il y a des erreurs au moment de la récupération des informations depuis le PDF, on va directement les afficher à l'utilisateur dans un formulaire pour qu'il puisse jeter un œil à côté le PDF et pour qu'il puisse comparer, voir, regarder s'il y a une erreur, il peut corriger, il peut faire ses modifs directement avant de enregistrer la ligne. En fait, si je reformule, et Nicolas n'hésite pas, c'est qu'en fait, comme c'est une application Power Apps, tout est géré avec la logique de Power Apps.
C'est seulement à la fin, quand on fait le refresh, quand on est sûr d'avoir traité toutes les erreurs. C'est ça, tout est natif Power Apps, en fait, la gestion d'erreurs. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça. D'accord. Et du coup, ouais, donc ça veut dire que si c'est, imaginons que ce soit vraiment le PDF soit complètement autre chose, imaginons que ce soit pas du tout une facture, soit complètement autre chose avec un gros tableau, etc. Ça se comporte comment? Ça met n'importe quoi dans le Power Apps au niveau de la validation. Et du coup, on comprend qu'on s'est planté, ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un message d'erreur? Enfin, comment vous allez gérer le fait d'intégrer un PDF qui ressemble pas du tout à une facture? Alors pour le moment, s'il ne trouve pas les champs, c'est tout simplement il va pas remplir les champs du formulaire. Mais je pense qu'il faut prévoir aussi Ok. du coup un Il n'y a pas message d'alerte, d'erreur ouais. qui va D'accord. s'afficher sur l'application. Ok. Aujourd'hui, ça met juste vide, quoi. Enfin, ça Oui, c'est remplit ça. pas les champs. Ok, ça marche. Ouais, merci pour l'info. Merci. Il y a une autre question d'Ismaël qui peut repréciser s'il y a besoin, mais la question est la suivante. Est-ce qu'il y a des limitations en termes de volumétrie de données, que ce soit, j'imagine, parce que vous stockez les pièces jointes ou dans le Dataverse, si vous pouvez donner des précisions sur cet aspect-là? Alors, en termes de limitation, tout dépend de la source de données utilisée. Bah, pour le coup, on a utilisé Dataverse. Donc, enfin, je pense qu'il y a pas, enfin, je ne sais pas les chiffres exacts des limites du Dataverse, mais comme je disais, tout dépend de la source. Faut que tu remettes ton micro, Hicham. Voilà. Voilà. Ok. Ok, donc pardon, parce qu'au final, comme quand tu as relevé le Ça a micro, coupé. on t'entend plus. Donc en fait, tout dépend De la source de la source de là où on stocke les données. Donc, Ok, je passe, ça répond à la question à Ismaël. Autre question de Nicolas, est-ce qu'il y a besoin d'une licence Power BI, une licence spécifique en plus de Power BI Pro? Power BI Pro parce qu'il faut travailler sur le service et côté Power Platform, Ouais, est-ce vous qu'il allez faut ressortir un du joker. premium? Voilà, est-ce qu'il faut du premium côté Power Apps? Je crois que c'est ça, ou Power Automate, ou est-ce qu'il faut aussi une licence spécifique type PPU sur Ah côté oui, Power bien. BI? Voilà, ouais, quand je dis pro, ouais, c'est ça, c'est vraiment la licence pro chère de Microsoft de base. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de supplémentaire? Est-ce qu'on a besoin d'une licence premium côté Power BI, ou est-ce qu'on a besoin d'une licence premium côté Power Platform? Alors, côté licence. Ou Dataverse, hein, je précise. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, parfois pour utiliser telle ou telle database, il faut une licence premium côté Power Apps. Mais sinon, euh, euh, donc tout dépend du connecteur qu'on utilise. Alors, pour l'exemple, on pointe sur le Dataverse pour alimenter, pour stocker nos informations. Mais imaginons qu'on a décidé d'utiliser peut-être SQL Server ou autre base de données. On aura besoin d'un peu plus de licenciement pour les connecteurs. Ok, parce que ma question était vraiment dans ton cas d'usage, en fait. Est-ce que pour donc l'intégration des PDF, le stockage, l'intégration PDF, c'est l'IA, mais pour le stockage aussi, enfin pour l'utilisation vraiment dans ton cas d'usage, est-ce que tu as besoin de licences supplémentaires que pour BI Pro, côté Dataverse, côté Power Apps, ou est-ce que par défaut, avec ce qu'on a de base, en fait, on peut refaire exactement le même exemple que vous avez développé tous les deux? J'entends pas avant, je crois que tu es en mute. Oui, je suis en mute. En fait, pour consommer les rapports, on n'a pas besoin de licence supplémentaire, à part si on est en premium, on n'a même pas besoin de licence d'ailleurs. On peut directement consommer le rapport. Il faut juste partager l'application avec les personnes concernées, pas que le rapport. Mais pour créer, les composants qu'on a utilisés, ils n'ont pas besoin ils ne sont pas premium. Donc, pas besoin d'une licence premium pour le Power Apps.
Et il faut juste une licence du coup normale Power Apps. Je pense que E3 ou E5. Ouais, E3, je crois. Oui, E3 Ouais. suffit. Ok, ça Voilà. marche. Ouais, donc Office, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Il y a une question, remarque très très intéressante de Jérôme, mais je vois que Mohamed lève la main et donc il n'y avait pas de jeu de mots avec tous les prénoms des PDF. Mohamed, si tu veux intervenir, poser ta question. Oui, Ou... bonjour à tout le monde. Vous m'entendez correctement? Oui, correctement. Alors, j'aimerais répondre à la dernière question côté licence. En fait, côté Power BI, on est d'accord. Pour pouvoir la partager, il faut une licence pro. C'est juste du côté Power BI, c'est la seule licence dont on aura besoin, mais justement, juste pour pouvoir partager le dashboard. Après, côté Power Apps, on aura besoin d'une licence premium parce qu'on utilise Dataverse. On parlera aussi de capacité. Donc, ça dépendra du nombre de factures et de la taille de la data que l'on va stocker. Donc, on aura besoin de capacité en plus si le nombre de factures ou la quantité de data que l'on stockera sera supplémentaire. Après, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle où là, c'est aussi une sorte de capacité, c'est-à-dire ça dépendra le nombre d'appels ou le nombre de traitements que vous aurez avec l'intelligence artificielle. Donc, il faut différencier deux choses. On aura la partie Power Apps et intelligence artificielle en termes de licensing, et on aura la partie Power BI qui reste classique, en fait, Power BI Pro pour pouvoir la partager tout simplement. J'ajouterais juste une dernière chose aussi. J'avais entendu une autre question. Si on donne une facture qui est autre chose, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, on va lui apprendre à reconnaître un template bien précis. À partir du moment où on va lui donner un template différent, elle ne saura pas reconnaître. Ça veut dire l'intelligence artificielle saura reconnaître le template qu'on lui aura appris à reconnaître. Dès qu'on lui donne autre chose, elle n'est plus à même de la reconnaître. Après, au niveau des remontées d'erreurs, en fait, il y a un système automatique dans Power Automate. À vrai dire, vous allez avoir l'historique des erreurs et le pourquoi du comment. En fait, c'est intégré directement à Power Automate. Et merci pour la jolie présentation et la jolie application. C'était tout. Oui, je pense que j'en ai un petit peu fait partie. Moi, j'ai une nouvelle question qui est... Ah oui, donc déjà, il y a la très bonne remarque, je trouve pertinente dans le chat de Jérôme, qui s'interroge finalement si on doit préférer. Alors, la question est assez intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux finalement faire une Power Apps et intégrer un rapport Power BI dedans qui va se rafraîchir pour afficher les informations que vous avez, ou est-ce que finalement on va faire une Power Apps qu'on va intégrer dans Power BI? Donc finalement, on a une question un petit peu compliquée, enfin en tout cas un choix à faire, et j'imagine qu'il n'y a pas de règle bien précise, à moins que, Hicham, Yasri, je ne sais pas si vous savez répondre à cette question précisément. La réponse, ça sera la réponse standard, c'est ça dépend. En fait, ça va dépendre de ce qu'on veut faire à chaque fois. Si c'est vraiment en fait du reporting qu'on veut faire et qu'on va ajouter une option de saisie, bah là c'est un rapport Power BI avec une application. Après, si une appli avec peut-être une carte ou deux affichée dans l'application de la donnée, par exemple finale, je veux afficher le total de mon chiffre d'affaires, et là peut-être une application c'est mieux, c'est le mieux adapté. Donc, voilà. Ok, plutôt clair. Je pense que j'aurais fait la même réponse. Et donc moi j'avais une question, je ne sais pas si ce sera la dernière, on a encore un peu de temps pour discuter s'il y a besoin. C'est par rapport au projet que vous avez fait pour votre client, sans aller plus loin ou donner trop de détails, juste donc là pas la volumétrie de données, mais on parle pour eux, ils utilisent ça combien de factures, déjà combien d'utilisateurs, et globalement, est-ce que chaque utilisateur fait une facture par mois, ou est-ce que c'est un service de gestion qui saisit des centaines de factures, de factures par jour? Donc, c'est quoi la volumétrie en termes d'utilisateurs et nombre de factures? Je pense qu'on est à l'ordre de quelques centaines de factures par jour. Ouais. Et pour le nombre d'utilisateurs, en fait,
il y a les utilisateurs du coup qui vont consommer les rapports, c'est-à-dire qui vont du coup juste regarder. Et on a les créateurs donc, qui vont modifier ou créer des rapports à partir de cette appli. Et là, on est en total à l'ordre de 50. Ouais, ok. Et déjà, 100 factures par jour, c'est déjà un chiffre assez intéressant. On n'est pas juste sur un gadget que les utilisateurs peuvent avoir, et c'est un vrai outil qu'ils doivent utiliser. Merci. Et ben voilà, d'autres questions arrivent. Nicolas qui parle justement d'industrialisation, donc en ayant les bonnes licences, déjà un workflow totalement automatisé. Alors, je ne sais pas où tu vas en venir, Nicolas. Ouais, ça va être plus simple. Alors, et l'idée, ce serait, bon, là, on a vu qu'effectivement, vous chargez les PDF, on va dire manuellement, on est bien d'accord, par Power Apps. Est-ce qu'il serait possible, effectivement, avec toujours pareil, hein, avec des licences adéquates, on est dans le rêve, mais d'industrialiser le process, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépose un certain nombre de PDF dans un directory, hein, dans un répertoire, au bout d'une heure, en fait, ça va automatiquement aller checker, vérifier que les PDF sont dessus, hop, intégrer, et puis alimenter en fait la base Dataverse, et puis ensuite, bien entendu, le Power BI. Est-ce qu'on pourrait imaginer une industrialisation de bout en bout? Voilà. Oui, c'est tout à fait plausible. Bon, après, le but ici, c'était vraiment de Bien sûr. visualiser facture par facture, le saisie, etc. Mais si on veut faire en bulk, du coup, ouais, c'est tout à fait possible. Après, est-ce que ça vaut le coup Voilà. d'avoir le Ouais. Power Apps qui est affiché dans Power BI? Ça, je m'en Non, doute oui. un peu. Sinon, Là, oui, bien sûr. Ouais. il n'y a pas de Au souci. moins, pour utiliser l'IA Builder, en fait. C'était surtout pour utiliser Oui, cette oui. brique-là, en fait, sans avoir besoin de coder, faire du machine learning de haut vol, mais utiliser vraiment les briques simples utilisables pour apps pour faire la partie IA. Ok, ça marche, merci. Après, ton Power Automate, tu peux l'appeler de plein de façons, hein, au final. Oui. Oui, c'est ça. Après, c'était vraiment la partie IA, en fait. C'était la partie IA, parce qu'elle peut être industrialisable dans le sens où elle va être appelée, va être appelée en fait par le Power Automate. À voir après, pour ça que tu mentionnais les licences, de voir quelles peuvent être les. Je ne connais pas les limitations, hein, mais du nombre d'appels qu'il peut y avoir. Donc, c'est sûr que si c'est pour balancer 10 000 factures par heure, il y a peut-être une limitation. Alors, je sais pas, vous la connaissez, les limitations là, des builders en termes de débit d'appel d'API, s'il y en a, si tant est qu'il y en De ait. mémoire, non. Mais on peut toujours la chercher. Non, c'était au cas où vous la connaissiez de tête. C'était pas une question piège. On peut la retrouver. Parfait. Philippe nous précise c'est au nombre de pages. D'accord, donc c'est pas une limitation technique de l'API, c'est plutôt, Philippe, la facturation est au nombre de pages ou le bridage de l'API Non, j'avais regardé ça il y a quelques mois, alors je ne sais pas si la tarification a changé. C'est bien au nombre de pages, c'est pas au nombre de documents, c'est au nombre de pages au total. C'est logique. Et c'est assez cher, hein, parce que je crois que tu payes 400 € pour 1 million de pages ou 10 000 pages, je crois, un truc comme ça. C'est assez coûteux quand même. Il faut vraiment les consommer, puisque tu arrives à des coûts de mémoire, c'était du 20, 30 ou 40 centimes la page. D'accord. Comme une photocopie à la bibliothèque, en fait. Un peu comme ça, ouais. Ok. Merci de la précision. C'est bien, c'est la communauté, tout le monde participe. Messieurs, si vous voulez terminer avec un dernier mot, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on conserve tous 10-15 minutes de plus de notre temps de la journée pour prendre un petit café. Pas de point à rajouter, Hicham ou Yossri? Ouais, peut-être un petit commentaire sur la deuxième façon en fait d'utiliser Power Apps dans du Power BI. En fait, c'est la partie donc rajout du commentaire. Il faut juste savoir en fait, c'est vrai qu'on a les commentaires dans Power BI, mais c'est pas en fait contextualisé. Le fait de rajouter les commentaires via Power Apps, ça permet d'enregistrer les commentaires dans la base, en fait flaguer par exemple une donnée, dire que voilà tel
tel produit, il a besoin de tel plan d'action. Et ça, du coup, c'est possible de l'avoir du coup via le Power Apps dans le rapport direction. Oui, on utilise Power Apps comme élément de saisie pour ressortir des choses, puisque en fait, tu conserves les filtres. C'est ça, en fait. Voilà. Tu juste ton commentaire avec le contexte que tu choisis, que tu veux faire. En effet, les commentaires avancés dans Power BI, une feature les plus demandées. Tu as raison, Nicolas. Et pour avoir à l'époque beaucoup discuté, parce que c'est un sujet qui existe depuis bien avant Power BI, les fameux commentaires contextualisés dans de la BI sur des données qui peuvent être mises à jour, c'est un peu une arlésienne parce qu'en fait, si on pousse d'un côté, on entraîne d'autres problématiques à côté, d'un autre côté. Donc Microsoft préfère laisser les intégrateurs et les utilisateurs finaux se débrouiller avec des outils qu'ils peuvent avoir. Donc en effet, c'est un des usages qu'on a sur ce sujet. On avait un petit peu dans la même veine, il y avait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire un petit peu de votre côté, Hicham et Yasri, mais on avait une présentation il y a quelques années lors d'un Power Saturday, donc ça commence à dater, de Joël et de Fabien Dato, Joël Crest, Fabien Dato. On parlait d'Actionable BI, donc c'était mixer les deux. Et en effet, le cas d'usage, c'était par exemple pour l'élaboration budgétaire. Oui. Mais c'est le même principe que les commentaires, sauf qu'on flag une tranche de budget, ou en tout cas on saisit une tranche de budget en fonction de ce qu'on veut faire. Donc en effet, comme dit Nicolas, c'est un peu la boîte de Pandore, hein, parce que on peut vite faire du grand n'importe quoi et se mordre la queue dans l'histoire. Oui. Ok, eh ben, messieurs, je vous propose de terminer ce meet-up. Je rappelle juste les prochaines dates. En plus, je n'ai oublié tout à l'heure, mais parce qu'elle a été décidée ce matin. 15 juin, on a à Bordeaux un super Rex sur des sujets de gouvernance et de data stewardship. Je ne vais pas trop en donner parce que je ne sais pas exactement comment ils ont publié. Je n'ai pas été voir l'annonce. Ensuite, on a le 23 juin, nos amis lyonnais qui reçoivent un invité de marque pour parler des modèles composites. Ça sera en présentiel. Donc, si vous êtes à Lyon et que vous voulez networker et profiter de la communauté, n'hésitez pas. Vous pouvez aller chez notre sponsor de cet événement. Le 5 juillet à Strasbourg, on a les Power BI Goals. Donc, on a beaucoup parlé de cette nouveauté dans le Club Power BI, l'émission, mais il nous manquait un dossier. Donc, merci aux Strasbourgeois, aux Alsaciens de le traiter. Et enfin, le 12 juillet, non pas le 11 juillet comme sur mes notes, le 12 juillet, on devrait avoir un dossier sur les datamarts, pareil qu'on a beaucoup commenté suite à la build. Et là, Tristan va nous faire un dossier. Et Jean-Pierre, c'est pas que moi, hein, toi aussi tu vas participer. Alors oui, parce que j'ai pas répondu à un de tes messages. Voilà. Donc je sais. Jean-Pierre, je viens de t'apprendre que tu participeras au prochain meet-up. Voilà. Je vais devoir faire. Bon, comme d'hab, je ferai les slides et la papote, et puis tu t'occuperas des débats. Non, évidemment, on va vous préparer ça, on va essayer de creuser et de voir, est-ce que le sujet reste. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de discussions, hein. On en a eu beaucoup au Club Power BI, l'émission, de savoir si les data marts étaient une bonne chose ou pas. J'en ai eu d'autres après, donc on considérera tout ça à Tristan, et on vous préparera un joli dossier avec de la tech et de la réflexion autour de tout ça. Et est-ce que ça sera officiellement le dernier meet-up de la saison ou pas? Celui de juillet. Ouais, parce qu'on hésitait à faire une émission, un Club Power BI, l'émission fin juillet, mais on se dit que tout le monde a envie d'aller au soleil. Je pense que ouais. Donc ça sera bien le dernier meet-up de l'année. Donc pas de l'année civile, mais de l'année du club. De la saison 6, de la saison 6 du Club Power BI. Et bien évidemment, on est déjà en train de travailler à la saison 7 avec toute l'équipe. J'ai vu qu'il y en a eu pas mal qui étaient là. On a quelques réunions là et quelques devoirs de vacances pour vous préparer une très jolie saison 7. Voilà. Qui démarrera du coup en septembre 2022. Exactement, avec certainement un petit hors-série sur les nouveautés de l'été. On verra bien. On verra si on change nos marqueurs ou si on les garde. Je coupe l'enregistrement pour tous ceux qui regardent en replay. Bye bye. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire sur le Meetup pour recevoir les news des prochains Meetup qui arrivent. Ciao. Merci aux speakers. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.